Bonjour à tous, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes live pour présenter Bring Back. Donc voilà, bienvenue à tous ici. Donc on va présenter avec l'équipe Lita, Alice et moi-même. On va attendre un peu quelques minutes que tout le monde nous rejoigne pour être sûr d'avoir un maximum de personnes. Je vous présenterai ensuite en 2-3 mots la plateforme et puis je laisserai la parole à Laurent. Alors, on va tout doucement commencer. Donc, comme je vous disais, on est ici sur Livestorm, donc une plateforme de live meeting, donc qui vous permet de chatter en bas à droite. Donc, il y a l'onglet chat qui vous permet de partager si vous nous entendez bien, d'où vous venez, etc. Il y a l'onglet questions qui nous permet, nous, de vraiment centrer toutes les questions que vous pourrez avoir au fil de la présentation et de faire en sorte de pouvoir y répondre à la fin de la présentation. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le tour de vos questions et d'essayer d'y répondre un maximum, que ce soit l'équipe Lita ou l'équipe Bringback. Et ensuite, sachez que le live sera enregistré, donc de toute façon, il sera disponible après sur YouTube. On vous le partagera également par mail. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, moi, je m'appelle Angelica, je suis responsable donc des levées de fonds en Belgique avec du coup ma collègue Alice. Bonjour à tous. Donc Alice, moi je suis responsable du pôle analyse et des investissements chez Lita Belgique. Donc je serai là aussi pour répondre aux questions que vous pourrez avoir sur Bringback. Voilà. Donc aujourd'hui, on est hyper content d'avoir un nouveau projet local en région liégeoise qui s'appelle Bring Back. Donc on a ici notre là, le fondateur Laurent Almès qui vient vous présenter. Voilà, je lui laisse la parole et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, c'est parfait chez nous. Ok, super, parfait. Donc bonjour, moi c'est Laurent, fondateur de Bringback, une entreprise que j'ai démarrée il y a 5 ans et il y a 4 ans, enfin un peu moins que 4 ans, on a créé l'entreprise. Alors, avec Bringback, nous sommes actifs dans les emballages et comme le nom Bringback le dit, des emballages qui reviennent, des emballages consignés qui sont donc réutilisés. Donc avec Bringback, on est le partenaire innovant pour des solutions d'emballage durables et circulaires. Alors, si on parle de durable, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Les emballages en verre ont une connotation très très durable, surtout par l'intégrité, pas de transmission entre contenant et contenu. Mais l'emballage en verre à usage unique a aussi un bilan environnemental assez élevé. Pourquoi? Parce qu'il est fondu à 1500 degrés. Je vais y revenir plus tard. En Belgique, nous sommes dans un contexte où nous émettons chaque année plus que 400 000 tonnes de déchets de verre creux l'année, ce qui représente plus que 280 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on voit un peu le ratio 400 000 tonnes de verre, 280 000 tonnes de gaz à effet de serre. Et donc, en gros, pour produire 1 kilo de verre, on va émettre plus qu'un demi-kilo de CO2. De plus, 30% du coût de revient d'un verrier sont de l'énergie, parce qu'en fait, il doit le fondre à 1500 degrés. Donc, en fait aussi l'emballage, le verre neuf, le prix est très volatile et il suit en fait un peu la courbe du prix de l'énergie. Or, nous sommes dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la durabilité de leur consommation, et pas que les consommateurs, mais également l'Union européenne avec ses objectifs de neutralité carbone en 2050. Alors, un petit zoom sur les deux cycles quand on parle de recyclage et quand on parle de réemploi. À gauche, recyclage, donc le verre neuf, ça veut dire que le verrier fond différentes matières premières comme le verre, le quartz, le silice, etc., le sable, le quartz, le silice, etc., dans des fours à 1500 degrés. C'est un processus qui dure plus ou moins 24 heures.
De là, ça va chez le producteur, ça va au point de vente, le consommateur achète et le consommateur le jette ensuite à la bulle en verre, comme on dit en Belgique, donc la poubelle à verre, pour que ça retourne au centre de tri, au centre de collecte, au centre de tri, pour être refondu à 1500 degrés. On parle donc de recyclage, c'est très bien en soi, parce qu'il faut pas réextraire de la nouvelle matière première, mais le fait de le fondre à 1500 degrés montre que le recyclage du verre est une filière très énergivore et très polluante. Or, on peut faire mieux, et en Belgique, on le connaît très bien, avec les bouteilles de bière et les bouteilles d'eau qui sont déjà beaucoup consignées, où le consommateur du point de vente le rapporte, ou au point de vente pour retoucher sa consigne, où les grossistes les reprennent, pour ensuite les ramener chez le producteur. Si les producteurs savent laver eux-mêmes, comme c'est les grandes brasseries, Coca-Cola, les producteurs d'eau, etc. Ou, et c'est ça qu'on propose, chez un prestataire tiers, donc chez nous, pour qu'on lave les emballages, pour leur redonner une vie, on va dire, pour ensuite les livrer prêts à l'emploi aux producteurs. Et en fait, le lavage, il se passe à 80 degrés, que ce soit dans notre machine ou dans la machine des grands producteurs, le fonctionnement est tout à fait identique. 80 degrés, le processus dure plus ou moins 20 minutes. Et donc, quand on compare 80 degrés contre 1500 degrés, ben, on comprend vite que notre filière est beaucoup plus vertueuse que le recyclage. Si les emballages sont cassés, qu'on récupère les emballages cassés, ils vont quand même être recyclés. On n'est pas contre le recyclage, au contraire, c'est une nécessité, mais on peut faire mieux que le recyclage. On parle donc de 70, allez, 60 à 80% de moins d'émissions carbone, 30% moins d'eau aussi paradoxalement, alors que nous consommons de l'eau pour laver, mais l'extraction des matières premières et la préparation du recyclage consomme encore plus d'eau. Et quand on parle de réemploi, on parle de 25 réutilisations en moyenne. Une bouteille va peut-être être cassée après la deuxième fois, une autre bouteille va survivre 50 réutilisations. Alors, depuis 2020, nous facilitons donc aux producteurs la commercialisation de leurs produits dans des emballages réutilisables en apportant des solutions efficientes et intelligentes. Ça veut dire qu'on tient compte de tous les acteurs qui font partie de la boucle. On va y revenir plus tard, mais donc c'est pas juste le producteur, mais c'est également les grossistes, les consommateurs, les points de vente, évidemment nous en tant que laveurs. Nous avons des solutions pour les différents besoins. Donc, nous avons des bouteilles 33 centilitres en bière et limonade. Nous avons des bouteilles 75 centilitres bière et 1 litre jus et limonade. Et nous avons 2 formats de bocaux. Donc, aujourd'hui, déjà, nous avons une gamme qui peut couvrir la majorité des besoins. Il y a d'autres formats qui vont se rajouter dans les mois et années à venir, comme bouteilles de vin et d'autres formats de bocaux, etc. Alors, le producteur, on lui permet en fait de bénéficier des avantages d'un emballage réutilisable, qui sont d'un côté d'améliorer la durabilité, réduire ses émissions carbone, se conformer aux exigences de l'Union européenne, mais également de réduire ses coûts. Réduire ses coûts parce que nos tarifs sont compétitifs par rapport au prix du verre neuf. Et cela tout en externalisant tout le travail lié au réemploi. C'est nous qui prenons en charge le lavage, qui mettons à disposition les contenants, qui investissons dans le parc de casiers, qui s'occupons du lavage évidemment, du tri et de l'inspection. Donc il ne doit pas non plus avoir tout le matériel qui est nécessaire au lavage. En haut à droite, vous voyez une photo à quoi ressemblent les palettes quand ils quittent notre entrepôt. Et les palettes de verre neuf ressemblent exactement à la même chose. Donc nous livrons les bouteilles de la même manière, donc sur intercalaire, sous thermorétracté, en palette bloc, comme on dit, tel que le producteur, en fait, il remarque même pas la différence entre nos bouteilles lavées et les bouteilles neuves qu'il reçoit jusqu'à présent. En bas à gauche, une petite photo de notre mireuse. Donc, c'est une machine d'inspection qui inspecte chaque bouteille pour être sûr qu'il n'y a pas de micro-fissures, pas de corps étrangers, pas de saleté, pas de reste d'étiquette. Ou pas d'ébrèchement, bref, que la bouteille est bien intacte et peut être réutilisée encore un cycle. Le flux logistique, si je disais tout à l'heure, nous faisons des solutions efficientes et intelligentes en tenant compte des différents besoins des différents acteurs. Comme on voit ici sur le schéma, effectivement, dans le réemploi, il y a pas mal d'acteurs. Il y a évidemment, premièrement,
le producteur à qui on livre des bouteilles prêtes à l'emploi pour lui rendre le réemploi facile. Aussi facile que l'utilisation des emballages jetables, mais en lui faisant bénéficier évidemment des avantages du réemploi, donc la durabilité et les aspects économiques. Le centre de distribution, grâce à nos solutions standardisées, on l'a vu sur quelques slides avant, les casiers sont à notre marque et pas la marque du producteur, ce qui a l'avantage pour le centre de distribution de ne pas devoir trier quand il récupère les vidanges et d'avoir un partenaire fiable avec des casiers référencés dans ce système de caisse. Bref, que les processus fonctionnent bien. Pareil, le point de vente qui vend les emballages, lui également, quand il reprend les emballages sales, il a besoin de faire un tri. Et grâce à notre solution mutualisée, c'est plus facile que si chaque brasserie ou si chaque producteur viendra avec son propre casier, avec son propre format. Pour le consommateur, ça c'est tout à fait classique. Il n'y a pas grand-chose qui change au niveau du système que ce que le consommateur belge connaît déjà aujourd'hui. La bouteille revient donc par le point de vente et par le centre de distribution qui bénéficie de moins de tri et d'une rotation de vidange plus rapide grâce à notre système mutualisé. Et nous enlevons ensuite les emballages sales chez les grossistes. Ça veut dire que nous enlevons chez les clients de nos clients. Nos clients sont les producteurs, les clients de nos clients sont les grossistes. Quand un producteur démarre avec nous, on se met autour de la table avec ses grossistes pour lui expliquer que désormais, il travaille avec notre solution et que nous enlevons à partir de 2 palettes partout au Benelux nos vidanges pour qu'ils nous reviennent. Chez nous, ils sont remis dans le stock, ils sont triés, ils sont lavés et ensuite ils sont réexpédiés, soit chez le même producteur, soit chez un autre producteur qui travaille avec le même format pour que les bouteilles sont réutilisées. En termes de proposition de valeur et en termes de business model, le producteur, il paye un frais d'utilisation, façon de parler, pour utiliser nos emballages. On peut ici parler de leasing ou de renting de bouteilles réutilisables. En gros, nous appliquons le concept de l'économie de la fonctionnalité. On a changé la vente d'un objet, qui sont des bouteilles, des casiers et des bocaux, en la vente de l'utilisation de ces objets sous forme d'un service fee, sous forme d'un renting et de leasing. Avec ce fee, nous couvrons nos frais. Nos frais, c'est quoi? C'est la collecte, c'est le tri, c'est le lavage et c'est le remplacement des emballages cassés. Nous avons toujours un certain taux de rejet. Avec ce fee, nous sommes compétitifs, comme je disais, par rapport au prix du verre neuf. Alors, si on dit prix du verre neuf, je ne parle pas que du prix de la bouteille, mais également du prix du carton, parce que quand on parle de réemploi, c'est également travailler avec un casier à la place de travailler avec un carton jetable, qui lui, de nouveau, le carton est recyclable, ce qui en soi est bien, mais recycler le papier veut dire le mettre dans un bain pour le mouiller, pour le décomposer en cellulose, pour ensuite après le ressécher. Donc, de nouveau, c'est bien le recyclage du carton, mais également, c'est un processus énergivore. Et en plus, le producteur paye des taxes. En Belgique, nous avons certaines taxes que le producteur peut épargner en travaillant avec le réemploi et grâce à travailler avec notre solution, il bénéficie de certaines réductions de taxes. Et donc, avec notre fee, nous sommes compétitifs financièrement par rapport au prix du verre neuf et le producteur, quelque part, il paye une location ou un renting de ses emballages. Voilà un peu les différentes informations sur notre business model et sur notre entreprise. Merci en tout cas déjà pour votre intérêt. Nous sommes là pour écouter vos questions. Je vois Laurent Petit, on n'entend rien. J'espère que ça s'est résolu entre-temps. Oui, j'ai fait en sorte qu'il l'entende apparemment, c'était juste un problème. Merci beaucoup Laurent en tout cas pour ta présentation, très claire. J'espère que c'était assez clair pour tout le monde. Je vais peut-être rappeler un petit peu les conditions d'investissement avant de passer aux potentielles questions. Donc voilà, c'est un projet qu'on lève donc en action. On cherche du coup un objectif de 250 000 euros. Action qui vous propose du coup un tax shelter à 45%. Un ticket minimum à 249,9 euros. Voilà, donc la collecte va ouvrir dans quelques jours, la semaine prochaine. On vous tiendra informé. On mettra également le replay du coup dans le contenu du mail. N'hésitez pas du coup à y jeter un œil. Il y aura le dossier d'investissement qui est disponible aussi après live meeting lors de l'ouverture de la collecte. Donc voilà.
projet en action, Tax Shelter 45%. On peut peut-être repasser donc un peu sur les raisons pour investir. Hein. Donc, comme Laurent l'a dit, c'est vraiment un acteur pionnier dans l'économie circulaire chez nous en Belgique, grâce à la filière industrielle innovante et surtout du coup au fait qu'ils répondent du coup à un besoin concret du marché et à des attentes réglementaires européennes. Il a déjà éprouvé du coup aussi un modèle économique qui est en croissance grâce à plus d'1,5 million du coup unités qui ont été lavées déjà en 2024, un chiffre d'affaires qui est en constante progression et des partenariats qui sont assez solides avec les principaux distributeurs belges. Et ensuite, surtout l'impact environnemental qui est vraiment mesurable, étant donné que chaque contenant est réutilisé jusqu'à 25 fois, ce qui permet vraiment du coup de réduire les émissions de CO2, la consommation d'eau, le gaspillage des ressources. Donc voilà, et en plus de ça, du coup, c'est un projet qui est vraiment soutenu par un plan industriel assez clair, une vision assez européenne, puisque le but, dans un futur proche, c'est potentiellement l'expansion vers les pays, les Pays-Bas, l'Allemagne, et vraiment essayer de renforcer un maximum la pérennité du modèle. Donc on y croit et on espère que vous aussi et que la présentation a pu vous convaincre. Alors, on a quelques questions. Moi, je vais du coup les démarrer en direct, comme ça tu peux, Laurent, y répondre. On va commencer par la première de Clémentine Félix. Concernant le nombre de réutilisations, le processus de lavage n'use pas les dents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas abîmés ou cassés. Peuvent-ils être utilisés un très grand nombre de fois? Voilà, je l'ai répondu peut-être implicitement, mais je te laisse y répondre, Laurent. Donc, les emballages en verre, je dirais, ils s'y griffent légèrement sur les lignes de conditionnement, que ce soit chez le producteur ou chez nous sur la ligne de lavage, mais le processus de lavage n'abîme pas vraiment l'emballage. Ce qui fait que oui, les emballages sont bien réutilisables. Le processus qu'on applique est vraiment le même que les brasseries type InBev, Lupulus, etc., qui font ça, ou Coca-Cola, ou les différents producteurs d'eau comme Chaudfontaine, Grispa, Orval, etc. Donc, le processus de lavage en soi était déjà un processus existant et approuvé avant notre existence. Donc, il fonctionne. Ok. Alors, on a une question ici de Laurent. Quel est l'âge de l'entreprise? Depuis quand opère-t-elle? Donc, l'entreprise, on l'a créée en août 2021. Donc, ici, dans 4 mois, 3-4 mois, elle va avoir 4 ans. Donc voilà. Donc, ce qui fait également qu'on est encore considéré comme micro-entreprise. Il y avait juste un des 3 critères qu'on dépasse, c'était le pied de bilan qui était très important, mais on peut dépasser un des critères. Ce qui fait que vous pouvez bénéficier d'un tax shelter 45% à la place de, je pense, c'était 25 ou 30% pour l'autre prix. Voilà. Moi-même, ça fait 5 ans que je travaille maintenant sur le dossier. J'ai démarré ça en plein temps de Covid, en mars 2020. Ok, super. Une deuxième question de Laurent, donc ici, c'est peut-on avoir une idée des résultats financiers à ce stade et des projections, car on ne l'a pas vu dans la présentation. Oui, on a quelques slides ici, je pense. Voilà. Résultat jusqu'à présent, nous avons 120 000 euros de pertes reportées sur les exercices précédents. Voilà, nous sommes encore en phase d'établissement et de croissance, on va dire. C'est-à-dire que le break-even, on le prévoit pour fin 2027, début 2028. Donc voilà, et ici vous voyez sur le graphe, donc l'objectif est vraiment de grandir. En fait, les années précédentes, on les a passées à vraiment prouver que le modèle, le mettre sur pied. Donc d'abord laver, montrer que les bouteilles sont propres, montrer que les embouteilleurs peuvent les réutiliser sans qu'il y ait des problèmes microbiologiques ou autres. Bref, que nous correspondons à leurs attentes de qualité. Ensuite, de mettre sur pied tout le business model de reusable packaging as a service, avec la location de nos emballages qui sont à notre nom, donc que nous ne sommes pas juste laveurs, mais que nous devenons fournisseurs d'une solution complète, ici avec notre casier 33 centilitres maintenant qui, fin 2024, début 2025, a été accepté
grâce à certains brasseries partenaires clients chez Carrefour, Delhaize et Colruyt. Voilà, nous sommes également en contact avec les autres retailers pour faire accepter cette solution là-bas aussi. Donc les dernières années, c'était vraiment beaucoup de mise en place tout en ayant déjà gagné quelques clients. Maintenant, je dirais que le système a été validé et l'objectif est maintenant de vraiment le passer à l'échelle et industrialiser notre ligne pour améliorer la situation financière et rentrer en phase de rentabilité. Attends, tu es sur mute, Angelica. Pardon, merci. Du coup, merci. On a pas mal de questions sur la concurrence. Donc, quel est l'environnement concurrentiel? Quels sont les principaux avantages concurrentiels et quels sont les concurrents en fait? Donc, quels sont les concurrents? Je les ai mis sur un slide. On n'est pas les seuls à croire dans le futur de l'emballage réutilisable. On voit que différents autres acteurs ont vu le jour, et je dirais principalement depuis 2018. Depuis lors, on voit un peu une vague, différents acteurs, une dizaine d'acteurs qui sont mis en place dans les régions. Ce qu'on fait a quand même un certain caractère local. Avec local, je veux dire un radius de 200-300 km. Donc, nous concentrons principalement sur le Benelux et également sur l'ouest de l'Allemagne, vu que c'est juste à côté, on va dire. C'est-à-dire que dans notre radius, nous avons 3-4 concurrents, dont un qui a une ligne très capacitaire et avec un très haut degré d'automatisation, mais par contre, du coup, limité au format 33 centilitres. Voilà, les autres acteurs sont beaucoup en France, en fait, vu que là aussi, CTO, qui est l'éco-organisme français, donc c'est le FOS Plus français, investit énormément dans le réemploi, ce qui montre donc aussi les différents acteurs qui ont vu le jour pour mettre sur pied l'infrastructure de lavage. Voilà, je ne sais pas si ça répond au contexte compétitif. Super, merci. Quelle est la taille, la composition et le background de l'équipe? Question de Laurent. La taille, nous sommes 3 personnes fixes. Attends. Voilà. C'est d'un côté ma collègue Céline qui s'occupe des opérations. Donc toute la gestion logistique qu'on prend également en charge pour nos clients. Hein. Donc on enlève chez nos clients, on enlève chez les grossistes où on collecte. Donc ça c'est énormément de travail, plus la gestion du planning et aussi elle fait toute la partie comptabilité, etc. Elle est de formation HEC, sciences de gestion. Aloïs qui est de formation mécanicien poids lourd, mais qui a également travaillé dans d'autres secteurs, un peu dans le chauffagisme, etc. Il est ici depuis, je dirais, 18 mois, peut-être bientôt 2 ans, qui est notre responsable de production depuis quelques mois. Voilà, qui connaît donc le processus parfaitement, il connaît parfaitement nos machines, il nous permet d'être autonome également sur la partie maintenance, qui est une grosse partie de notre métier. Hein. C'est pas juste laver, mais c'est également gérer, améliorer, installer et maintenir notre parc de machines. Et moi qui fais le reste, on va dire. Donc la partie vente, la partie gestion de projet, la partie recherche et développement, donc la conception de notre offre, la définition de nos prix, l'analyse de marché et la partie financière comme la partie levée de fonds. Ça, c'est moi qui ai géré ça aussi. Donc voilà, sur la ligne, nous travaillons pour l'instant, je dirais 1 semaine sur 2 en moyenne. Parfois on travaille 2 mois complets, parfois on travaille plus durant 1 mois. Ça dépend un peu de la saisonnalité du marché. Et ça, aujourd'hui, on le fait avec des opérateurs qui sont sous contrat intérim. Nous avons la chance d'avoir certains opérateurs qui sont quand même déjà ici depuis 1 année ou plus, et donc d'avoir du personnel stable, même si c'est en contrat intérim. Et
voilà, donc on les a pas encore sous le payroll en interne parce que nous travaillons, comme je disais, plus ou moins maintenant un demi-shift. Et deuxièmement, l'objectif étant d'automatiser la ligne, c'est aussi alors de réduire le coût de revient par une réduction du personnel nécessaire. Donc voilà. Super. Merci. Une question de Julien. Salut Ah Lip. oui. Deux questions concernant vos clients. Tu mentionnes les gros acteurs tels que Coca qui gèrent eux-mêmes leurs consignes. À partir de quel volume cela devient plus intéressant pour ton client d'intégrer cette activité? Quelle est la durée de l'onboarding client? Alors, salut Julien. Des gros acteurs, donc Coca-Cola, InBev, etc., ils vont continuer à le faire en interne. Ça fait pas de sens pour eux de l'externaliser. Il faut s'imaginer les volumes qu'ils ont. Si on prend une unité comme celle de Jupi, ici de AB InBev, ils ont, je pense, deux lignes qui tournent à 120 000 bouteilles à l'heure. Donc, ils lavent 250 ou 240 000 bouteilles à l'heure. Aujourd'hui, nous travaillons à 3600 bouteilles à l'heure. Pour donner un ordre de grandeur. Je dirais que économiquement parlant, pour un client, une fois qu'il dépasse les 10-15 millions d'unités l'année, il peut réfléchir de le faire en interne. Maintenant, ça dépend. S'il est dans la bière, c'est le cas. S'il est dans d'autres secteurs, je vois pas demain un producteur de jus ou un producteur de confiture commencer à installer sa propre laveuse. Dans 25 ans, peut-être que le marché aura complètement shifté, mais pas dans les années à venir. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des usines qui sont déjà au maximum de leur surface, qui n'ont peut-être pas de station d'épuration ou qui sont installés dans un endroit où ils font une station d'épuration mais qu'ils n'en ont pas. Or, avec lavage, le débit d'eau rejeté, évidemment, elle va fortement augmenter. Nous avons la chance d'être dans un zoning industriel qui est raccordé à une grosse station d'épuration publique où nous pouvons rejeter à l'égout en payant une taxe d'assainissement. En gros, il y a différents arguments qui font que même si peut-être le client a les volumes, qu'il va continuer à externaliser le travail pour avoir un service clé en main. D'autre côté, nos emballages ne sont pas juste laveurs. Ce sont nos emballages avec notre marque. Donc, c'est notre réseau de collecte. Et le mettre sur pied, c'est un certain travail qui prend d'ailleurs une certaine durée. Que ce soit pour le client, fait pour le producteur même ou pour nous, ça prend une certaine durée et c'est un travail à réaliser. Et donc, ça fait que on pense qu'avec une solution clé en main qui fonctionne bien et qui tourne, nous allons permettre aux grands producteurs d'avoir un avantage outre que l'avantage financier, supplémentaire que juste l'avantage financier de laver, ce qui fait qu'ils vont passer au réemploi, mais externaliser le travail pour une entreprise comme une autre. L'un ou l'autre va peut-être à un moment internaliser, c'est possible. Mais quand je vois d'autres secteurs comme les paniers fruits et légumes que vous voyez parfois dans les grandes surfaces comme EPS, etc. Il y a certains très gros producteurs de de fruits et légumes. C'est pas pour ça qu'ils ont commencé à mettre en place leur propre système, parce que les retail aussi, à un moment, ils disent non, on veut travailler avec ce système-là, ça fonctionne, ça tourne, c'est référencé, et on veut pas avoir 36 systèmes dans notre logistique. Deuxième question, c'était quel est le temps d'onboarding? C'est une très bonne question. Il est assez long chez nous. Pourquoi? Parce que le producteur, il doit analyser les systèmes, comprendre la différence de prix, comprendre notre système. Il doit en parler avec ses clients. Ça nécessite parfois un changement de format, une bouteille qui est un peu différent parce qu'on passe d'un emballage jetable à un emballage certifié réutilisable par le verrier. Parfois une adaptation de la ligne de conditionnement si en fin de ligne il met de manière robotisée en carton et que ce robot n'est pas compatible pour mettre en casier, etc., etc. Et donc le temps de vente peut être entre 1 mois comme il peut être 2 ans. Nous avons certains clients qu'aujourd'hui nous les avons, ça avait pris 2 ans pour les gagner. Donc le temps de gagner des clients, il est assez long. Super, merci, merci Laurent. On avait une question également de Jean-Pierre sur quels sont vos facteurs clés de réussite. Les facteurs clés de réussite. Les KPI que monitor Oui, je pour pense que monitorer c'est
Donc nous, ce qu'on monitore, c'est d'un côté évidemment les volumes lavés, d'autre côté la partie financière, le compte de résultat. Troisièmement, nous avons certains paramètres internes qu'on essaie de monitorer, même si là on n'a pas toujours un export de chiffres tout à fait juste, on va dire, ou tout à fait en temps réel, et qui sont le taux de rejet, les consommables utilisés, hein, le gaz, l'électricité, l'eau, etc. Le coût de revient, évidemment. Enfin, voilà. Donc ça, ce sont les différentes choses qu'on monitore en interne. Ok, super. Une autre question de Laurent qui dit, donc tu mentionnes un break-even en 2027, ce qui ne correspond pas au slide que tu as montré, mais y aura-t-il encore des levées, car les projections risquent à nouveau de ne pas être atteintes, ou ton annonce de break-even est maintenant validée plus solidement? Si c'est l'EBITDA, et donc le break-even, il est bien entre 2027 et 2028, mais EBITDA déjà positif pour l'année prochaine. Et donc, c'était quoi la question? Alors ici, s'il y aura-t-il encore des levées? Non, l'objectif est avec notre levée de fonds. Je n'ai pas une boule de cristal, mais l'objectif de cette levée de fonds est de réaliser le plan financier qui est visé. Le plan financier, c'est quoi? C'est c'est de mettre sur pied une ligne infini full automatisée qui va monter à une capacité de 15 000 bouteilles à l'heure. Les machines qu'on installe sont des machines qui vont déjà pouvoir fonctionner à 15 000 bouteilles à l'heure avec la laveuse qui tourne encore à 3600. Une fois quand la laveuse n'aura plus assez de capacité, nous serions en situation financière pour prendre un crédit supplémentaire pour pour changer la laveuse. Et ensuite, nous aurions une ligne qui complètement pourra tourner sur 15 000 bouteilles à l'heure. Et pour arriver à ça, c'est sans levée de fonds nécessaire. Ce qui se passe après, une fois quand la réglementation deviendra encore plus sévère, on s'approche à 2050 et donc de l'objectif de neutralité carbone. Voilà, ça, on ne sait jamais. Peut-être à un moment, il y aura la nécessité d'accélérer les choses, de racheter un concurrent. Enfin, voilà, ça, on ne sait jamais. Et ça, certainement, il faudrait une levée de fonds supplémentaire. Ce n'est pas prévu dans les prochains 5 à 10 ans. Ok, super, merci. Et alors, encore deux petites de Laurent ici. Donc, quelle est la composition de l'actionnariat actuellement et post-New Money? Je te laisse et peut-être Alice aussi si tu veux rajouter, y répondre. Laurent, je ne sais pas si tu veux déjà répondre Oui, à la oui, composition je de peux susciter toi. l'actionnariat. Sinon, je Pas peux de souci. compléter Donc, comme tu non, préfères. composition de l'actionnariat, donc c'est moi en tant que fondateur. En fin 2022, voire début 2023, il y a trois autres acteurs qui sont rentrés. Aclion, qui est une conserverie avec qui nous développons des projets également. Ici, nous avons lancé un projet dans 4 magasins retail de Deleuze et de Carrefour avec des bocaux consignés. Un autre qui est un business angel qui était mon ancien mentor quand j'étais avec ce projet dans le incubateur de start-up. Et le quatrième, c'est Wallonie Entreprendre. Donc aujourd'hui, nous sommes quatre actionnaires, pardon. Et la valorisation pré-money, elle est de 1,5 million. La valorisation de post-money sera donc 1,5 million plus la levée de fonds. Nous visons une levée de fonds à minima de 1,2 million d'euros. Et ça, si on atteint l'objectif ici à cette campagne de crowd equity de 250 000 euros, alors on y est. Le reste est déjà sécurisé. Par contre, nous nous donnons la possibilité d'aller plus haut, 1,4 million, 1,6 million. Voilà. Je ne sais pas si c'était correct ce que j'ai dit, enfin si c'était complet ce que j'ai dit, Alice aussi. Si, tout à fait correct. Ouais. Ouais. Okay. Et donc, donc valorisation post-money, alors c'est 2,7 slash 2,9, 3,1 en fonction de ce qu'on lève comme capital. Et quel est le pourcentage de Wallonie Entreprendre, Laurent demande du coup? Aujourd'hui, Wallonie Entreprendre à 11%. Dans le futur, ils mettent la moitié du nouveau capital. Et donc, s'ils mettent 600 000 euros sur... attends.
Ils auront environ 20%. Par contre, il y a un deuxième acteur de financement public ou semi-public qui est Nochac, qui est l'invest public liégeois, anciennement Musinvest, qui veut également rentrer chez nous dans le capital. Et eux, allez, ils ont une convention entre Nochac et Wallonie Entreprendre parce que 50% de Nochac, c'est Wallonie Entreprendre. Donc, quelque part, Wallonie Entreprendre, si Nochac investit également, il y a une double exposition pour Wallonie Entreprendre. Et donc, l'argent que Nochac met, c'est celui que Wallonie Entreprendre mettra en main. Donc, en moins. Donc, la partie publique, ils se la partagent. Nochac aimerait bien rentrer au même pied d'égalité, donc avoir le même nombre de parts après levée de fonds que Wallonie Entreprendre. Et pourquoi Nochac? Parce que ils ont également des participations dans quelques acteurs du monde agroalimentaire wallon. Il y a également le fourgon. Vous avez peut-être vu, c'est une autre campagne sur l'ITA qui était passée, qui prévoit de s'installer à Liège dans la deuxième moitié de l'année, qui sont également, on a fait un lavage test pour eux, mais qui va également devenir client. Et aussi, Nochac a un bâtiment qui est, après analyse actuelle, le bâtiment qu'on veut choisir pour déménager la ligne de production, qui est situé à Grasse-Sologne, qui est de l'autre côté de Liège, pour ceux qui connaissent bien Liège, donc qui est à 15 minutes de Herstal, de là où on est aujourd'hui. Super. Merci beaucoup. Et alors, une dernière question de Madeleine. Donc, quels sont les axes de développement prioritaires suite à la levée de fonds? Alors, première chose, déménagement plus automatisation de la ligne. On veut couper le coût de production direct en deux grâce à l'automatisation. Ça veut dire augmenter la productivité tout en ayant moins de personnel sur la ligne. Ça, c'est vraiment l'axe de développement ou la priorité numéro un. Priorité numéro 2, c'est évidemment le volet commercial. Un des investisseurs, c'est Gage Packaging. Gage Packaging, c'est une famille belge qui sont dans le nord de Bruxelles, qui en 5e génération sont distributeurs d'emballages. Leur métier est donc de vendre des emballages neufs d'un verrier aux producteurs. Presque toutes les brasseries, presque tous les producteurs de confiture, etc., sont aujourd'hui clients chez Gage. Et donc, au niveau commercial, ils connaissent les clients, ils savent qu'ils sont des bonnes personnes, etc. Ils rentrent dans notre capital parce que ils voient évidemment le futur, le monde de l'emballage en verre shifter vers plus de réemploi. Et donc, pour se sécuriser le futur, prennent une participation. Mais à côté de la participation dans le capital, on est en train de mettre sur pied un partenariat commercial pour qu'ils vendent pour nous, on va dire. Donc ça, c'est la deuxième priorité qui est le volet commercial. Troisième priorité ou sous-priorité, c'est mettre le focus sur le casier 33 centilitres pour le faire bien fonctionner chez les différents retailers pour ensuite pouvoir référencer les autres formats aussi, comme notre casier 1 litre, éventuellement une bouteille de vin, etc., parce que nous avons besoin des partenariats avec les retailers. Et donc, on a pu gagner leur confiance et maintenant, il faut leur montrer aussi que ça fonctionne et qu'on va de l'avant. Donc ça, je dirais, c'est un peu les 3 priorités. Commercial, coût de revient, et encore commercial / réseau de collecte. Ok, super, merci. Et alors, une dernière question. As-tu des clients en Flandre? Oui, les clients sont principalement encore Wallonie. On a des clients en Flandre. Voilà, nous sommes, comme je disais, on vise le Benelux. Or, aujourd'hui, nous sommes principalement actifs en Belgique et principalement actifs en Wallonie. Donc, je dirais c'est tout simplement lié à la phase de développement. Nous sommes encore une jeune société. Nous avons pris beaucoup de temps pour mettre sur pied le processus et le concept. Et maintenant, il faut mettre la priorité sur la partie commerciale pour faire avancer les choses. Et la Flandre fait bien sûr partie de notre scope. Nous sommes situés à 10 minutes de la Flandre et à 12 minutes des Pays-Bas. Et à 30 minutes de l'Allemagne. Donc, ouais. Quel est ton pourcentage dans l'equity en tant que CEO, demande Laurent?
Aujourd'hui, j'ai 72% ou c'est un peu moins que 75% de l'equity. Après, j'aurai, je pense encore 30%, quelque chose comme ça. 30-35%. Alice, tu as peut-être mieux les chiffres de la prévision du cap d'Apple en tête, mais voilà. Oui, donc Et ça, c'est c'est ça. vraiment en Après, tant qu'actionnaire, rien à voir en tant que CEO. Hein, c'est ouais. dû à l'argent que j'ai mis dedans et que je vais rajouter encore dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Donc, Laurent est actuellement 72%. Et post-levée, affiner les chiffres une fois la levée finalisée, mais il aura environ 41%, notamment parce qu'il prévoit aussi de réinvestir, lui, une partie du montant. Super. Super, mais merci. Merci à tous. Merci à vous, en tout cas, pour ces réponses. Merci à Laurent pour cette super présentation très claire. Voilà, donc on va ouvrir la collecte la semaine prochaine. On vous enverra le replay, le dossier d'investissement ainsi que voilà la page de campagne pour pouvoir investir. Merci à tous d'avoir été présents. Voilà, on vous envoie un mail pour la suite des événements. On vous tient en tout cas informé. Merci Laurent, on se revoit du coup très bientôt. Et bonne journée Merci à à tous. vous surtout. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Oui, merci. Au revoir, bonne Au journée. revoir.